Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Nous recevons aujourd'hui Siam Kabous. Bonjour Siam. Bonjour. Alors vous êtes psychologue depuis 28 ans, vous avez grandi à Meaux. Vous intervenez aujourd'hui dans le cadre du dispositif poursuite scolarisation en lien avec le COPS. Alors pour résumer un peu pour ceux qui l'ignorent, le COPS c'est le contrat opérationnel de prévention et de sécurité, en plus de votre cabinet libéral, puisque comme je l'ai dit vous êtes psychologue, et de l'APSID, qui est une association dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui accompagne les demandeurs d'emploi. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel a été votre parcours pour finalement avoir ce profil très multicasquette, si je puis dire ? Alors, mon parcours, donc je suis psychologue depuis bientôt 28 ans. Je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans, où je ne parlais pas un mot de français. Je suis tombée en amour, comme diraient les Canadiens, pour la France. J'ai fait mes études donc en France et j'ai obtenu mon DESS il y a déjà quelques années, on ne va pas rappeler. Et puis à la suite de ça, j'ai été embauchée par SOS Drogue International et c'est la ville de Meaux qui m'avait mis en lien avec SOS Drogue International puisque pendant mes études, je travaillais pour les PAGE, les points accueil jeunes, dans le cadre du service jeunesse. Et donc ça a été une véritable opportunité. Une fois diplômée, j'avais été recrutée par SOS Drogue, donc j'ai travaillé au point écoute jeunes pendant plusieurs années. À la suite de ça, on est venu me proposer un poste de chef de service pour un lieu d'accueil pour délinquants multirécidivistes placés sous mandat judiciaire. Donc il a fallu l'installer, recruter l'équipe. Donc ça a été une véritable expérience et puis très enrichissante sur le plan à la fois humain mais aussi judiciaire. Et puis à la suite de ça, après avoir eu mon deuxième enfant, je voulais quelque chose d'un peu plus calme. Et puis donc Boutique Emploi, IDE Meaux à l'époque, est venue me recruter pour développer l'espace psy. Donc dans le cadre de l'association qui est devenue aujourd'hui APSID. Et l'espace psy aujourd'hui constitue pratiquement 100% du travail de l'APSID. Il s'agit d'accompagner psychologiquement les demandeurs d'emploi. On travaille en étroite collaboration avec le PLI, les différentes structures d'insertion de la ville. Et l'idée, c'est de travailler autour des freins psychologiques qui ne permettent pas aux bénéficiaires et aux demandeurs d'emploi de retrouver un travail stable et pérenne. Donc ça, c'est dans le cadre d'APSID et c'est l'accompagnement en tout cas celui qu'on constate le plus sur APSID. Et puis, parallèlement à ça, en 2008-2009, le COPS de Meaux, à l'époque c'était Aziz Niessad, m'a proposé d'intervenir dans le dispositif poursuite de scolarisation. Ce dispositif qui est un dispositif innovant, créé par la ville de Meaux avec l'éducation nationale, la PJJ et le parquet de Meaux, qui visait à éviter que les jeunes collégiens qui passent par conseil de discipline ne se retrouvent pas sans scolarité pendant un certain nombre de semaines. Et du coup, pour éviter aussi qu'ils se retrouvent confrontés à de la prédélinquance. Donc on a, la ville de Meaux, en tout cas avec ses différents partenaires, ont réfléchi à ce lieu où l'éducation nationale propose l'accompagnement scolaire, la PJJ met en place et met à disposition un éducateur et le COPS par le biais donc de moi-même. À l'époque, c'était la psychologue de la police nationale et puis finalement, sans doute ça lui convenait pas et lorsqu'on m'a demandé, donc moi j'ai trouvé que c'était une expérience très enrichissante et l'idée c'est d'accompagner les jeunes collégiens qui ont commis un acte, puisque un conseil de discipline, c'est suite à un acte posé, de réfléchir à l'acte, de recevoir les familles, et puis d'essayer de travailler autour du lien parent-enfant. En quoi ça consiste concrètement, une séance, typiquement, d'accompagnement d'un enfant qui a été déscolarisé ? Alors, première étape, une fois que la déclaration d'incident a été envoyée au DPS, il y a un entretien d'accueil qui se fait avec les parents et le jeune collégien. Je participe à cet entretien d'accueil avec l'éducatrice PJJ et le coordinateur du DPS. À l'issue de cet entretien, on essaie de comprendre un petit peu quelle est la portée de l'acte, pourquoi l'acte a été posé, dans quelles circonstances. Et mon travail à moi, c'est aussi de comprendre la dynamique familiale. Oui, le contexte finalement. Exactement. Et le contexte familial qui est souvent qui nous permet aussi de comprendre la dimension de l'acte posé par le jeune. C'est rarement un acte isolé. C'est un symptôme d'un dysfonctionnement.
Et donc, dans le cadre de mon action à moi, c'est de recevoir ce jeune, de le questionner, d'essayer de comprendre ce qu'il a ressenti au moment du passage à l'acte, quel sens on donne à cet acte-là et comment on peut l'aider à le comprendre, à ne plus le reproduire, et puis à le réconcilier aussi avec l'enseignant, l'institution et finalement l'adulte. Donc une séance, donc ça c'est donc l'entretien d'accueil, on est en équipe pluridisciplinaire, et ensuite je le reçois individuellement. Quand je le reçois individuellement, je lui demande de me parler un peu de son parcours de vie. Et là, pour le coup, ça me permet moi d'avoir des éléments, notamment sur les fractures familiales. Souvent, ce sont des familles monoparentales. Il y a parfois même une absence cruciale du père. Et puis donc une absence de limite, une maman parfois dépassée, mais toujours présente sur le DPS. C'est-à-dire qu'on constate que lorsqu'on demande aux parents de venir sur le DPS pour les rencontrer, vraiment à 99%, ils répondent favorablement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les outils, mais en fait, ils ne sont pas démissionnaires. Ils ne sont pas démissionnaires. Ils sont parfois extrêmement dépassés. Et puis, il y a toutes les difficultés sociales, économiques qui viennent se surrajouter. Oui, bien sûr. Et ce qu'on constate ces dernières années, c'est aussi des troubles périphériques, c'est-à-dire qu'on a des enfants, au-delà de la dynamique familiale parfois dysfonctionnelle, il y a aussi des troubles neurodéveloppementaux. Vous avez certainement sans doute entendu parler du TDAH, trouble avec déficit de l'attention et hyperactivité ou sans hyperactivité, le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, tous les 10. Et donc effectivement, toutes ces difficultés, parfois pas diagnostiquées parce que vous connaissez un petit peu le contexte social, on a très peu de pédopsychiatres, on a aussi alors je constate qu'on a de plus en plus de gens formés, mais on a aussi des gens qui ne sont pas formés au diagnostic des troubles neurodéveloppementaux. Et tout ça, ça surrajoute à la difficulté existante, qui est aussi une difficulté parfois scolaire, difficulté de concentration. Et puis, tout ça, malheureusement, précipite aussi parfois le passage à l'acte. Et quels sont ensuite alors les bienfaits et les conséquences positives que vous avez est-ce que ça permet dans tous les cas une rescolarisation ou alors pas du tout, c'est des enfants qui suivent un autre parcours après Non, c'est systématiquement une rescolarisation. Mais pour éviter qu'on rescolarise systématiquement après un acte posé, un collégien, nous prend le temps de travailler sur cet acte et de travailler sur la rescolarisation. Et puis effectivement, le fait de rencontrer des professeurs sur le DPS qui sont des professeurs extrêmement bienveillants, qui prennent le temps aussi de transmettre des apprentissages, mais aussi avec passion, qui prennent le temps aussi de créer un lien avec les élèves puisqu'ils sont 3 ou 4 en petits groupes. Ça le permet. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Donc les bienfaits, c'est cela, c'est aussi d'abord d'accueillir la parole, de l'écouter. Nous, on est dans le non-jugement. Il n'y a pas de jugement, on ne porte pas de jugement sur l'acte. Et quand ma collègue de la PJJ intervient sur l'aspect judiciaire de l'acte, elle intervient au niveau de la loi. Mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement moral. Justement, cette étape est créée pour éviter que ça n'aille plus loin et qu'il y ait des récidives. Et qu'il récidive. Et notre objectif, c'est que ça ne se reproduise pas, qu'il ne réitère pas, parce que s'il comprend pourquoi il a posé cet acte-là à ce moment-là, parce qu'il a eu du mal à gérer ses émotions, parce qu'il y a eu aussi parfois ce qu'on constate, du harcèlement qui n'a jamais été repéré. Et du coup, c'est le coup de trop. Et là, c'est le passage à l'acte qui dit stop. Donc, c'est le symptôme, effectivement. Il faut qu'on l'entende comme ça. Donc, c'est aussi d'écouter à la fois le collégien, mais aussi la famille, parce que quand ils passent en conseil de discipline, ils nous le disent avec leurs mots, ils ont l'impression d'être au tribunal, ils ont l'impression d'être jugés, ils ont l'impression, les parents, d'être perçus comme de mauvais parents. Et donc nous, notre travail, c'est aussi de donner une autre relecture de ça, et de dire que s'il y a un conseil de discipline, c'est aussi parfois pour permettre aux collégiens de réfléchir à son acte et de lui donner la possibilité d'une autre continuation, d'une poursuite plus favorable. Et donc, systématiquement, il y a une rescolarisation. C'est la DIVEL qui s'occupe de trouver un collège, donc dans la région de Meaux. Et nous travaillons la rescolarisation en nous déplaçant
voir les chefs d'établissement en leur expliquant le profil de l'élève et en essayant ensemble de travailler pour trouver le meilleur, peut-être la meilleure classe, le professeur le plus adapté pour recevoir cet élève et de favoriser effectivement la scolarité. Et une meilleure réorientation finalement, puisque parfois j'imagine que ça donne lieu à de nouvelles orientations qui font plus écho à la personnalité de l'élève aussi. Alors, suite à ce travail. Oui, tout à fait, c'est totalement possible. Et là, pour le coup, on donne aussi ces éléments aux chefs d'établissement qui peuvent travailler en étroite collaboration avec le personnel de l'établissement pour que l'orientation soit plus adaptée pour l'élève. Et on voit que quand on fait un peu des sondages sur le devenir des élèves, on voit que beaucoup ont continué leur parcours scolaire et qui s'en sortent pas si mal. Et ça, c'est vraiment une véritable satisfaction. Oui, c'est une belle réussite pour vous. Alors, justement, vous qui avez maintenant 28 ans de métier dans la psychologie et qui accompagnez des jeunes depuis longtemps, quelles sont pour vous les pistes aujourd'hui, finalement, pour éviter d'en arriver à ça? Qu'est-ce que ça dit de la jeunesse, finalement, française, et peut-être même plus de la société en général? J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, au-delà d'être psychologue clinicienne, je suis aussi thérapeute comportementale et cognitive. Oui. C'est une formation de 3 ans complémentaire au Bac+5. Pourquoi j'ai choisi cette formation? C'est aussi pour travailler d'avoir des outils très spécifiques pour travailler autour des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Pour répondre à votre question, je crois qu'il y a beaucoup de précarité. Dans un premier temps, précarité psychique et affective dans les familles. On voit aussi que la société a beaucoup évolué depuis ces 50 dernières années. Les familles ont beaucoup évolué et les enfants parfois ont du mal à trouver leur place. On a aussi des parents qui ont parfois du mal à se définir en qualité de parents, en remettant du cadre, parce qu'eux-mêmes vont mal. Ce qu'on a vu ces dernières années, et moi ce que je vois aussi dans le cadre de mon cabinet, mais même à Abside, c'est l'augmentation des troubles anxieux-dépressifs, des gens qui sont de plus en plus anxieux. Tout devient inquiétant. Mais ça fait aussi écho à ce qui se passe dans la société. C'est terrifiant ce qui se passe aujourd'hui. C'est le climat général. Oui, exactement, à la fois en France, mais aussi dans le monde entier. Donc, il y a un impact énorme, d'autant plus que les jeunes notamment, sont connectés, hyper connectés. Ils ont parfois des informations qu'ils ne savent pas forcément analyser. Ils sont envahis d'informations, parfois de fausses informations. Et puis ça circule vite. Du coup, je crois que tout ça, ça crée des peurs, des angoisses, et puis il y a tous les traumatismes personnels. Ça aussi, c'est une réalité. Oui. Les traumas qu'on retrouve dans l'enfance, les agressions sexuelles, les violences intrafamiliales, tout ceci a un impact forcément sur le développement de l'enfant et de l'adolescent. Mon public à moi, c'est les ados et les adultes. J'aime beaucoup travailler avec les adolescents, ils sont riches et quand on prend le temps de discuter avec eux, on se rend compte que c'est quand même très difficile de vivre à notre époque, quand on a 15, 16 ans, 17 ans. Et c'est vrai que les principaux troubles, en tout cas pour lesquels moi j'ai des demandes de consultation, c'est le refus scolaire anxieux, vous savez, anciennement phobie scolaire. Des enfants, des ados qui ne peuvent plus aller en cours, des ados qui se retrouvent enfermés à la maison devant les écrans, une surexposition aux écrans, des parents démunis qui ne savent plus comment faire, qui essaient toutes les possibilités, des parents qui consultent, qui sont prêts à consulter, qui sont prêts à payer, avec la pénurie qu'on connaît sur les prises en charge psychologiques ou même psychiatriques. Effectivement, ça fait beaucoup écho à la société, mais en tout cas, moi, je constate que quand on prend le temps de les écouter, quand on leur donne des outils, quand on a aussi un réseau, et notamment de pédopsychiatres, de psychiatres avec lesquels on peut travailler, et quand il y a une médication adaptée, on n'est pas obligé de toujours donner un traitement, mais parfois c'est nécessaire, on voit qu'il y a une amélioration, qu'il y a la reprise du plaisir, le plaisir à apprendre, plaisir à retrouver ses camarades, parce que quand on ne va plus à l'école, en fait, on est isolé socialement. Oui, bien sûr, on est sorti tout à fait du système. Du système. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple concret d'un accompagnement qui a été pour vous une belle réussite, humainement? Oui, j'en ai plusieurs. Et peut-être, il y en a une, parce que cet accompagnement a été un des premiers dans ma carrière. Une jeune fille qui était lycéenne
et qui avait fait plusieurs tentatives de suicide. Il y avait eu des agressions sexuelles dans son enfance par son père. Et qui m'a dit lors du premier entretien, c'est les seuls mots qu'elle ait pu me dire, elle m'a dit je veux juste mourir. Et ensuite plus rien, c'est-à-dire qu'elle ne parlait plus. Et j'ai décidé de maintenir le suivi, et elle écrivait. Et moi, effectivement, je répondais oralement et elle écrivait. Et puis un jour, j'ai trouvé que quand même les facteurs de risque suicidaire étaient très très importants. Et avec une collègue assistante sociale, on a décidé donc de l'accompagner vers les urgences psychiatriques et de la faire hospitaliser. Et ça a été terrible pour elle, elle m'en a beaucoup voulu. Et je lui ai expliqué que le rôle des adultes, c'était pas de coller aux paroles de l'adolescent, mais que notre rôle, c'était aussi de prendre des décisions parfois, même si elles étaient douloureuses. Et de protéger. De protéger et pour le bien-être de cette adolescente. Et donc, il y a eu tout un parcours et j'ai eu des nouvelles plusieurs années après, où elle me remerciait, où elle me disait qu'elle avait beaucoup évolué et qu'elle était devenue infirmière en psychiatrie. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Voilà. Et ben je vous remercie beaucoup, Siam, pour ce parcours et pour tout ce que vous apportez en lien avec le COPS, évidemment, de la ville de Meaux. Et on vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Et je remercie véritablement le soutien du COPS, qui est un soutien indéniable depuis toutes ces années. Et puis, merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.